que fondamentalement vous avez les gisements d'origine endogène et les gisements d'origine exogène ont une relation très étroite. C'est quoi cette relation? Parce que tout simplement, les produits d'altération au niveau endogène, en réalité, ce sont ces produits d'altération qui vont être mobilisés pour constituer ce qu'on appelle les gisements d'origine exogène. Alors, si vous vous rappelez la dernière fois, si on a une aire magmatique qui est altérée, les produits d'altération vont être transportés sous deux formes. Sous la forme détritique, mais également sous la forme ionique. Alors, pour les éléments de nature détritique, on avait dit que ces éléments solides, le plus souvent quand ils sont transportés, ils peuvent être accumulés quelque part pour former ce qu'on appelle les placères. Donc, c'est des exemples de gîtes d'altération détritique. Par contre, s'il s'agit de produits d'altération sous forme ionique, sous forme chimique, alors on a vu le cas, par exemple, des ions phosphatés, comment l'élément chimique phosphore peut être libéré suite à cette altération chimique et puis se retrouver dans les milieux marins et que cet élément va être assimilé, mobilisé, assimilé par les organismes et que quand ces organismes-là maintenant disparaissent, vont donner, à partir de la décomposition de leur reste, vont donner ce qu'on appelle les roches phosphatiques. Donc, les roches phosphatées constituent un exemple de minéraux sédimentaires. Déplacés, ce sont des gîtes d'altération détritique, mais les minéraux, comment on appelle ça, les minéraux phosphatés sont des minéraux de nature chimique et sédimentaire. C'est la même chose également avec les minéraux de fer. Parce qu'on va voir tout à l'heure, comme on l'a vu avec le phosphore, on essaie de voir quelle est l'origine de l'élément chimique fer. On a vu l'origine du phosphore, l'origine des minéraux phosphatés, notamment comment on appelle ça, les apatites. Là aussi, on va essayer de voir quelle est l'origine du fer, l'élément chimique fer, sous quelle forme le fer se présente. Est-ce que c'est comme pour le phosphore? On a vu que le phosphore, le plus souvent, se présente sous quelle forme? Le phosphore se présente sous quelle forme? Sous une forme oxydée, sous une forme ionique qui est le PO4. D'accord? On va voir le fer sous quelle forme il se présente. D'accord? Quels sont les principaux types de minéraux constitués par, n'est-ce pas, principalement par l'élément ferrique ou ferrigène? Vous pouvez donner des exemples. Hein? Vous avez les oxydes de fer, vous avez les sulfates de fer, ou bien les sulfures de fer, etc. Donc on va voir sous quelle forme cet élément se présente, mais également quelle est cette classification pétrographique qu'on peut faire avec les minéraux de fer, avant de voir maintenant les types de gisements. Donc, ces trois questions-là, par rapport à cette partie-là. L'origine du fer, l'origine de l'élément chimique de fer, sous quelle forme cet élément se mobilise, d'accord? Quels sont les différents types de classification pétrographique qu'on peut faire avec les minéraux de fer et quels sont les principaux types de gisements de fer? Ce sont les 4 questions que vous devez maîtriser par rapport à cette partie-là. Alors, l'origine, comme on l'a dit, c'est à la suite d'une altération de roches préexistantes. Alors, je voudrais vous poser la question, quelles sont les roches, les types de roches, ou bien les catégories de roches qui présentent surtout l'élément chimique le fer? Les roches sédimentaires. Oui, avant la constitution de ces roches sédimentaires, à l'origine, quels sont les types de roches, ou bien les catégories de roches qui présentent principalement l'élément chimique le fer?
Oui. Hein? Quels sont les types de minéraux endogènes qui présentent, je dis bien endogènes, minéraux endogènes qui présentent principalement l'élément chimique le fer? Oui. Oui, l'hématite c'est un minéral qui peut présenter le fer, mais la catégorie de minéraux, oui. Oui. Alors là, vous êtes en train de donner des exemples de minéraux. Mais si on doit donner la catégorie de minéraux, on va dire tout simplement les minéraux. Les minéraux ferromagnésiens. Les minéraux ferromagnésiens. Les minéraux de type silicaté, mais surtout les ferromagnésiens. Alors les minéraux ferromagnésiens, on les trouve surtout dans les roches basiques à ultra-basiques. Donc ça veut dire qu'à l'origine, l'élément chimique, le fer, provient surtout des roches magmatiques basiques à ultra-basiques. Comme on l'a vu avec le phosphore, qui provient également des roches ignées, qui peuvent être basiques à ultra-basiques, mais également qui peuvent être roches magmatiques carbonées, qu'on appelle les carbonatites. Vous vous rappelez? Voilà. Alors, donc, quand il y a altération de ces roches basiques à ultra-basiques, avec ces minéraux ferromagnésiens, évidemment, l'élément chimique, le fer, va être libéré. D'accord? Mais comme on l'a dit, ce fer pourra être à nouveau remobilisé sous différentes formes. Alors, la première forme de mobilisation du fer, c'est l'oxydation. Que signifie une oxydation? Vous avez toujours entendu parler du phénomène d'oxydation. Donc, l'oxydation, c'est quoi? C'est une forme d'altération chimique, oui, où l'oxygène de l'air ou l'oxygène de l'eau interagissent avec le fer pour le fixer. D'accord? Sachant que le fer, comme l'oxygène, peut se présenter sous forme ionique. Alors souvent quand le fer est à l'état ionique, c'est sous deux formes, sous la forme divalente ou bien c'est la forme trivalente. On parle de fer ferreux, Fe2+, ou bien fer ferrique, Fe3+. D'accord? Donc c'est ce phénomène d'altération chimique et l'oxydation que le fer le plus souvent est mobilisé. Donc quand le fer est mobilisé sous cette forme, on parle de oxyde de fer, des dépôts d'oxyde de fer. Et les dépôts d'oxyde de fer, vous en connaissez plusieurs. Lesquels? Le type d'oxyde de fer connu, ou bien le plus présent dans l'Europe, c'est quel est ce minéral qui est le plus présent en tant qu'oxyde de fer? Oxyde de fer, minéral, j'ai dit. Oxyde, c'est une roche. Oui, la magnétite ou encore l'hématite, ce sont des oxydes de fer. La formule de l'hématite, c'est quoi? C'est Fe2O3. Magnétite, c'est Fe3O4. Donc, ouais, ce sont des formes, ce sont des éléments majeurs dans lesquels vous avez le fer qui est mobilisé sous la forme oxydée, comme on l'a vu avec le phosphore. Le phosphore qui est mobilisé également sous la forme, n'est-ce pas, d'un élément chimique majeur qu'on avait appelé le P2O5, ou sous une forme ionique PO4-. Là aussi c'est la même chose, le fer est mobilisé sous cette forme oxydée, mais également le fer peut être mobilisé en dehors de l'oxydation par le phénomène de sulfuration. Vous vous rappelez? La sulfuration. C'est quoi la sulfuration? Vous voyez, c'est un processus par lequel vous avez une combinaison entre l'élément soufre avec d'autres éléments chimiques. D'accord? Et dans quel contexte on note ces phénomènes de sulfuration? Dans quel contexte géologique? Oui. Quand il y a, c'est ça, c'est lors de la circulation des fluides, lors des phénomènes de minéralisation. Si vous vous rappelez, on avait dit que suite à une circulation
de fluides hydrothermaux, il peut se produire cette sulfuration qui est une forme de minéralisation. D'accord? Et que pendant cette sulfuration, souvent le sulfure est associé à d'autres types de métaux, éléments chimiques métalliques, pour donner des alliages. Pourquoi quand vous avez du sulfure de fer, ouais, là le fer est mobilisé sous l'action d'un soufre. On a parlé d'oxyde de fer, mais vous avez également des sulfures de fer. Donc par sulfuration, on peut également noter la mobilisation ou la fixation de l'élément ferrigène. Alors maintenant, si on fait la comparaison entre les phénomènes de sulfuration et les phénomènes d'oxydation, vous verrez que quand on parle de sulfuration, c'est dans un contexte magmatique où le fer va être mobilisé. Mais quand on parle d'oxydation, l'oxygène soit avec de l'eau ou bien avec de l'air, on est dans un contexte exogène. Contexte endogène, le fer est mobilisé par la sulfuration, mais par, n'est-ce pas, dans un contexte plutôt exogène, le fer est mobilisé surtout par le phénomène d'oxydation. Maintenant, comme on l'a dit, le fer, dans un milieu aqueux, surtout quand le fer est libéré à partir de l'altération des roches préexistantes, le fer va se représenter sous ces deux formes ioniques-là. D'accord? Alors, son comportement, sous ces deux formes-là, son comportement va dépendre de la géochimie de l'environnement dans lequel le fer va être fixé. Ça veut dire que dans le milieu aqueux, quand le milieu est pauvre en oxygène, un milieu réducteur, le fer va se présenter sous cette forme-là et va être oxydé. L'oxydation du fer en ce moment va donner des dépôts plus ou moins noirs dans un milieu réducteur. Mais quand on est dans un milieu plus ou moins oxygéné, un milieu carrément aérien, ou bien dans un milieu aqueux qui est superficiel, pas dans les grandes profondeurs, dans les milieux où l'eau est agitée, l'eau est superficielle, l'élément ionique du fer va se présenter sous la forme ferrique. D'accord? Et l'oxydation va donner plutôt des dépôts rougeâtres. D'accord? Alors la couleur va dépendre de la nature ionique du fer, ferreux ou ferrique. Ferreux en milieu réducteur, pauvre en oxygène. C'est des milieux qui sont pauvres en oxygène, soit vous êtes vraiment en profondeur, d'accord? Ou bien milieu riche en oxygène, milieu aérien, ou bien des milieux où l'eau est carrément agitée. D'accord? Alors, l'essentiel des dépôts de fer sédimentaire est d'origine marine. Donc, après l'altération, ces éléments chimiques se retrouvent principalement en milieu marin. Et c'est dans ce milieu marin-là que vous allez avoir le phénomène de précipitation, le phénomène d'oxydation, le phénomène, etc., pour donner des dépôts d'oxyde de fer, des sulfures de fer, peut-être même en dehors du milieu, n'est-ce pas, endogène. Alors, la teneur du fer peut dépasser dans les roches sédimentaires 15%. Mais si vous regardez dans le tableau où on avait établi quelques claques, vous verrez que le claque qui concerne le fer, c'est plutôt 7,4, avec un facteur de, comment on appelle ça, un facteur d'enrichissement qui est égal à 8. Donc, ça veut dire, si c'est 7,4 et que le facteur d'enrichissement c'est 8, vous multipliez 7, le claque par 8, ça vous donne environ 7 par 8. 50. 7 par 8. 56. Donc, ça vous donne le pourcentage nécessaire pour pouvoir exploiter un gisement de fer. D'accord. Pour parler de gisement de fer, il faut que le claque 7,7 soit multiplié par 8 environ. Vous pouvez dépasser ce taux. Alors, j'ai dit tout à l'heure que nous avons principalement mode de fixation ou bien de mobilisation du fer, oxydation et sulfuration, mais également on peut voir le cas où le fer, l'élément chimique fer, existait déjà dans la roche magmatique ou bien dans la roche plutonique et volcanique, sous les formes de minéraux silicatés, avant même les phénomènes de sulfuration ou bien les phénomènes de circulation de fluides hydrothermaux. Alors, dans la majorité des eaux de surface, le fer est à l'état ferrique, largement insoluble.
sa concentration est, en solution du moins, est alors très faible, de l'ordre de 1 ppm pour l'eau de rivière et 0,003 ppm pour l'eau de mer. Le terme ppm, on l'a expliqué la dernière fois. Quand on dit 1 ppm pour le fer, ça veut dire que vous avez par exemple en millilitres, vous avez 1 millilitre de fer dans 1 million de millilitres d'eau de rivière. Ou bien vous avez 0,003 millilitres de fer dans 1 million de millilitres d'eau de mer. Donc ça veut dire que c'est vraiment un taux relativement très faible. Donc il faut qu'il y ait une concentration de plus en plus importante pour que le fer finisse par précipiter. D'abord, on verra les différentes formes de précipitation ou bien les différentes formes d'oxydation que le fer peut subir pour passer à des véritables minéraux. Mais retenez quand même que le plus souvent dans les eaux de surface, vous avez le fer ferrique qui se présente à l'état insoluble, pas à l'état soluble. L'état soluble, c'est vraiment dans les eaux profondes où l'oxygénation manque. Alors, mécanisme de transport du fer, vous avez principalement 3 types de transport. Bien sûr, quand le fer est déjà mobilisé sous une forme oxydée, sous une forme sulfurée ou bien sous une forme silicatée. D'accord? Alors, ces dépôts d'oxyde de fer peuvent être transportés sous 3 formes. La première forme, c'est sous la forme de film d'oxyde sur des particules détritiques. Si on dit film, c'est-à-dire des couches minces d'oxyde tout autour de particules détritiques. Ça vous rappelle les zoolithes. D'accord? Si on prend les zoolithes des roches carbonatées, des calcaires, vous avez un fragment de nature quelconque qu'on appelle un nucléus. Mais tout autour de ce nucléus-là, vous avez des dépôts concentriques, des films, de couches concentriques de carbonate. C'est ça un nucléus. Là également, pour les roches ferrigènes, on peut trouver des zoolithes dans lesquels vous avez un élément central qui n'est pas de nature ferrigène, mais tout autour vous avez des dépôts d'oxyde de fer. Parfois même on a un phénomène d'épigénie. Ça veut dire qu'au départ c'était un oolite de nature carbonatée, mais les couches carbonatées vont être recristallisées en dépôts d'oxyde de fer, épigénisés. D'accord? Donc, ouais, le fer peut être transporté sous cette forme, et si tel est le cas, ces oolites vont donner ce type de minéraux qu'on appelle les minéraux oolitiques. En image, on verra tout à l'heure ces types de roches-là, surtout quand on va voir la partie pétrographique, la description pétrographique des minéraux ferrigènes. Le fer peut également être transporté avec la matière organique. Là, c'est quand vous avez certainement le fer organique, par exemple dans le bois, dans la matière organique. Si vous brûlez cette matière organique-là, les carbonates peuvent s'associer au fer et donner ce qu'on appelle des carbonates de fer. Carbonate de fer, c'est également un minéral. C'est ce qu'on appelle la sidérose. D'accord? Donc, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le fer, dans une moindre mesure également, peut être mobilisé sous la forme carbonatée, qu'on appelle des sphérosidériques. Principalement maintenant, le fer peut se présenter, parce qu'on a présenté tout à l'heure que quand vous avez altération, les ions ferrigènes sont libérés dans le milieu marin, dans le milieu aquatique. L'ion ferrique se représente sous une forme insoluble. D'accord? Alors, sous cette forme insoluble-là, on se retrouve avec des suspensions colloïdales d'hydroxyde de fer ou bien des oxydes de fer et qui vont précipiter plus tard par flocculation lors du mélange des eaux fluviatiles et des eaux marines. Ça veut dire tout simplement, les suspensions colloïdales, c'est quoi? C'est lorsque vous avez des sortes de petites gouttelettes, très petites gouttelettes. Quand vous les voyez dans le liquide, vous avez l'impression de voir un liquide qui est en réalité homogène, alors qu'en réalité tout n'est pas homogène, mais c'est des gouttelettes. Vous regardez le sang, vous avez l'impression que le sang est homogène, mais quand vous regardez dans les détails, vous voyez que ce n'est pas homogène, parce que vous trouvez des globules de nature même différente. D'accord? Donc on parle ici de suspension colloïdale de ces substances-là, de ces éléments ferrigènes se trouvant en milieu aqueux. Alors maintenant, c'est
substances-là, très petites, ces gouttelettes, peuvent s'associer par coalition, par floculation, lors du mélange des eaux de nature différente. Souvent, quand il y a précipitation, c'est ça qui favorise ça, le mélange d'eau, d'eau de qualité différente, eau fluviative plus eau marine, contenant bien sûr de l'élément chimique, le fer ferrique, et qui va favoriser maintenant la précipitation chimique. D'accord? Mais vous voyez que cette précipitation ne va pas se présenter le plus souvent sous des formes oolithiques, mais souvent sous des formes rubanées. On verra ça tout à l'heure, ce qu'on appelle les bifs, les fers rubanés. Si vous mélangez deux liquides de densité différente, finalement, le plus dense reste en bas, le moins dense. Et s'il y a précipitation, vous allez voir une sorte de stratification. Là également, c'est la même chose. Quand vous avez des substances mélangées, le fer étant insoluble, le fer peut se présenter finalement en forme de litage, en forme de bande. Il rappelle un peu les structures rubanées. Vous avez entendu parler des chairs rubanées, mais il existe également ce qu'on appelle les fers rubanés, les quartzites rubanés, etc. Et parce que vous avez quelque part une substance qui n'est pas homogène. Vous avez un mélange qui n'est pas homogène, parce que vous avez quelque chose qui est insoluble dans un liquide. Alors, ceci nous amène à parler de ces principaux types de dépôts pour les minéraux ferrigènes. Deux grands types de dépôts ferrifères. Vous avez les dépôts, n'est-ce pas, en fer rubané qu'on appelle les bifs, datés du pré-cambrien. Ça veut dire que ce sont les formations ferrigènes les plus anciennes. Bif qui veut dire bandit iron formation. Donc typiquement d'épaisses séquences constituées de sédiments ferrifères alternant avec des chairs parfois noires déposées dans de grands bassins intracrâniens. À l'image ici, vous pouvez voir naturellement où on voit des sortes de rubanements comme ça. D'accord? Vous pouvez voir dans une grande carrière où on voit cette rubanement où les rubans rouges constituent en fait des niveaux de précipitation chimique de l'élément ferrigène. Alors, vous avez également, deuxième type, les sédiments ferrifères datés du Phanérozoïque. Là, on quitte le précambrien. Donc, dans le Phanérozoïque, vous n'avez plus les bifs, mais vous avez des sédiments ferrigènes, des sédiments qui peuvent se présenter sous des formes oolithiques ou bien sous des formes non oolithiques. D'accord? Alors, l'extension plutôt réduite pour ces sédiments-là, ces types de dépôts, d'accord? L'extension est plutôt réduite et forme des unités plus minces, généralement de nature oolithique. Alors, cette carte, c'est juste pour vous montrer les coins du monde, les endroits du monde où vous avez les différents types de dépôts ferrigènes, soit de type bif ou bien de type ferrigène. Alors donc, retenez que le fer peut être mobilisé principalement sous ces formes que vous avez ici. D'accord? Sous ces formes minéralogiques, sous les formes oxydées avec deux exemples ici, sous les formes hydroxydées avec la goethite et la limonite. Alors, souvent, la coloration rouge des dépôts riches en oxyde de fer est liée à ça, à la limonite. Vous avez les carbonates, l'acide rose, vous avez les sulfurés, les minéraux sulfurés, pyrite, marcassite, on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres exemples. Et vous avez les silicates. D'accord? Quand il s'agit de silicates, vous avez vu, quand les minéraux silicatés sont hydrolysés, vous avez la libération de minéraux argileux, comme l'hélite, la kaolite, etc. Ce sont ces minéraux argileux le plus souvent également sont très riches en éléments ferrigènes. Alors maintenant, on peut catégoriser ces différents types de minéraux en fonction de leur contexte génétique. En
Le contexte géologique. Là, on est dans quel contexte? Oui. On est dans un contexte endogène. On a dit tout à l'heure pour les sulfurations. Voilà des exemples de sulfure de fer. Exemple de sulfure de fer. On connaît la formule de la pyrite. Là, c'est des disulfures, 2S. Là, c'est des monosulfures de fer. D'accord? Alors, par contre, quand on est dans un contexte exogène, ouais, là, vous allez avoir des phénomènes d'oxydation, vous allez avoir des phénomènes d'hydrolyse des silicates, ou bien la formation des carbonates. On est dans un contexte exogène. Là, les minéraux principalement qui vont être constitués sidérose, camosite, hématite, etc. Et qui vont donner ces trois catégories de gisements. D'accord? Les grès ferrugineux, les minettes oolithiques, les minéraux oolithiques, ou bien minettes oolithiques, ou bien les minéraux sidérolithiques. Là, c'est une image d'illustration tout simplement. Alors, maintenant, si on s'intéresse à la classification pétrographique des minéraux, on va distinguer ce qu'on appelle les minéraux de fer sédimentaires avec les types oolithiques et les types non oolithiques et les roches glauconeuses. D'abord, quand vous faites une observation à l'œil nu ou bien au microscope, un fragment de minerai ferrigène, d'accord? Si vous avez affaire par exemple à ce qu'on appelle les minéraux oolithiques, il y a une structure semblable à celle des calcaires oolithiques, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On se retrouve avec ce qu'on appelle des oolites ferrugineuses dans un ciment par exemple calcaire. Quand on vous dit oolite ferrugineuse dans un ciment calcaire, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé pour la constitution de ce type de minerai? Si vous voulez sur tout ça. Parce que par rapport au oolite, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Oui. Je pense qu'il avait bien réussi à épigénie. Donc en réalité, ça veut dire que quand on vous parle de oolite ferrugineuse dans un ciment calcaire, ça veut dire en réalité à l'origine, c'était des dépôts de calcaire oolithique. C'était des dépôts de calcaire oolithique, comme en L2C que vous avez observé au microscope. Les roches oolithiques, les roches calcaires oolithiques. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces oolites ont subi tout simplement un phénomène d'épigénie. La phase de liaison est restée intacte, la phase de liaison est restée calcaire, soit de nature sparitique ou bien de nature micritique, mais les oolites ont été épigénisés. Vous comprenez? Alors, par contre, ici, si on parle d'oolites de petite taille, parfois allongées, dont les enveloppes sont constituées d'oxyde de fer, on peut, oui, là, si vous regardez ici, pratiquement tout est oolite. Il n'y a pas d'éléments non carbonatés. Donc, ça veut dire que ici, c'était des flocculations, n'est-ce pas, d'une substance ferrigène qui a fini par donner des grains comme ça, hein, à la forme des oolites ou bien même à la forme des péloïdes, parce que ça peut être des grains avec une structure interne ou bien des grains qui sont sphériques, sphériques sans structure interne, qu'on appelle les péloïdes. Alors maintenant, quand on parle d'oolite gothique, la différence, ici, souvent là, c'est des dépôts d'oxyde de fer qui vont épigéniser le calcaire. Mais là, quand on parle d'oolite gothique, ça veut dire qu'à l'origine, ouais, c'est des dépôts de gothique et non d'hématite. Un exemple, en observation, en illustration du moins, de minéraux non oolitiques, c'est le cas des sphérosidérites, qui sont des carbonates de fer, en concrétionnement en nodule, n'est-ce pas, des dépôts de fer. Alors, si vous regardez comme ça,
Ça vous rappelle quoi cette image-là? C'est comme si vous regardez du charbon. Ça veut dire que souvent, ces sphérosidérites se constituent quand le charbon se forme. Le charbon, ce n'est pas le bois que vous brûlez et qui dégage seulement du charbon de bois. Et quand la matière organique se retrouve dans une certaine profondeur sous l'action de la chaleur, d'accord, vous allez avoir une perte d'oxygène, d'azote, etc. Et il ne reste pratiquement que du carbone. On parle de carbonisation du végétal en ce moment. On est dans la formation du charbon en profondeur. Je ne parle pas du charbon de bois. Donc lors de cette carbonisation en profondeur, sous l'action de la chaleur, s'il y a de l'élément fer dans cette matière-là, cet élément fer est mobilisé sous la forme de carbonate de fer. D'accord? Alors ces dépôts de carbonate de fer qu'on appelle les sphérosidérites, qui peuvent constituer de véritables minéraux de fer, vont avoir deux utilités. Je vous écoute. Quelles sont les deux principales utilités économiques pour les sphérosidérites? Les minéraux de type sphérosidérite. J'ai dit tout à l'heure que ces éléments-là se forment à partir du charbon. Donc, vous connaissez l'utilité du charbon quand même. Dans la production d'énergie. Donc, ces types de minéraux peuvent constituer de véritables combustibles fossiles utiles dans la production d'énergie. Mais également, ça peut servir dans la métallurgie, notamment la sidérurgie, parce qu'on peut exploiter pour extirper le fer. On est d'accord? Donc, principalement, ce sont ces deux utilités-là. Alors, donc, toujours pour les minéraux de fer non oïdiques, vous avez le cas ici des formations rubanées, les fers rubanés, les bifs. Gisement important dans le terrain précambrien, on l'a dit, notamment en Afrique. Je cite des exemples ici. Et vous avez deux types de fer rubanés, sous la forme quasi-rubanée. Alors, ces deux types-là, retenez tout simplement, sont distingués en fonction de leur contexte géologique. Type lac supérieur ou bien type engouement. Le contexte géologique, c'est quoi? Quand on est dans un contexte de bassin de sédimentation ou bien quand on est dans un contexte plus ou moins magmatique. Donc, le fer rubané peut se constituer dans un contexte de bassin sédimentaire ou bien dans un contexte magmatique. On est d'accord? Si on est dans un contexte de superposition de ces fers rubanés-là, au niveau d'un bassin, notamment dans les zones de marge continentale, on parle de bifs de type lac supérieur. Quand on parle de bifs de type algoma, c'est que vous êtes dans des gisements de contexte magmatique, où vous avez des bifs qui se forment. Je ne parle pas de la sulfuration dans un contexte magmatique, mais je parle de la constitution de bifs de minéraux de fer disposés par